Bonjour à toutes et à tous, le dimanche 14 juin aura lieu la Steel Race à Beach, une occasion unique de découvrir le camp militaire à travers une course d'obstacles. Pour découvrir ce parcours en avant-première, je vais avoir la chance de pouvoir tester une partie des obstacles qui sont en train d'être mis en place. Alors pour ça, j'espère que la pluie va nous laisser un petit peu de répit. Venez avec moi. Je suis avec le sergent-chef Florian qui va tout m'expliquer un petit peu sur la Steel Race. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi ça va consister cette course ? Alors la Steel Race, c'est simple, c'est une course de 9 km avec 32 obstacles et dont les bénéfices seront reversés aux blessés de l'armée de terre. Ok, alors pour voir un petit peu comment ça va se passer, aider les téléspectateurs à visualiser un peu mieux à quoi elle va ressembler, je vais un peu me mettre dans la peau des participants. Alors tous les obstacles ne sont pas encore mis en place, hein, c'est en cours jusqu'au 14 juin, le jour de la course, mais on va déjà avoir un bon petit aperçu. Exactement, et c'est parti. La Steel Race, c'est avant tout une course à obstacles, et qui dit course à obstacles, dit course. Alors c'est parti, on démarre par ça. Donc là, on est au sommet du deuxième obstacle du parcours, et ici, c'est un terrain que vous utilisez pour vos entraînements, c'est ça ? Exactement, nous sommes au sommet de la piste d'audace d'initiation, donc qui est réalisée avec des conteneurs maritimes. Et c'est une piste sur laquelle on s'entraîne où l'on n'a pas besoin d'assurance vu que nous sommes à une hauteur inférieure à 3 mètres. Et pour les gens qui vont participer à la Steel Race, il y aura quand même des aides qui seront mises en place si jamais certains ont un peu peur de la hauteur justement. Alors effectivement, il y aura des aides à l'ascension, donc des bottes de paille pour diminuer la hauteur de grimpe. Et il y aura également des aides pour la descente avec des tapis pour réceptionner les chutes et une petite échelle de corde qui est mise à disposition pour une descente beaucoup plus douce. Donc là, l'idée c'est de traverser, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu as une technique que tu me conseilles ? Alors, soit en désescalade en marche arrière comme on descendrait une échelle, et en escalade de face comme on monterait une échelle, ou sinon, il y a le roulé-boulet. Je te montre le roulé-boulet ? Je veux bien. Je vais m'approcher au plus proche du filet, d'accord ? Et je vais tout simplement rentrer mes bras et me laisser rouler pour après me remettre debout. C'est à toi. Alors moi, le roulé-boulet, je suis pas trop sûre. Je pense que je vais prendre l'autre option où je désescalade et j'escalade parce que je vais pas maîtriser aussi bien que toi. Donc là, le but, c'est vraiment de changer d'appui à partir du moment où tu as mis le filet en tension. J'ai pas compris. Hop là. Oui, avec la désescalade, l'escalade, c'est plus safe. Quelle que soit la technique, Oui. tu y arrives. L'important, c'est d'arriver au bout. C'est ça. Et maintenant, comment on redescend ? Alors, comment on redescend ? Donc, soit on réalise un saut en abaissant sa silhouette et en faisant une réception 4 membres, ou soit on utilise l'échelle de corde. Ok. Mais là, du coup, pour préciser, à la Steel Race, il y aura des tapis... Des tapis en mousse pour amortir les chutes, tout simplement. Marie-Morgane, je t'arrête. Ok. Tu sais qu'à la Steel Race, on n'est pas obligé de courir, on peut aussi y aller en marchant. Donc Pour que ça soit accessible vraiment à tout le monde et même ceux qui sont moins à l'aise avec la course à pied, c'est ça ? Exactement. Ou bien ceux qui veulent courir et qui se sentent un peu fatigués, ils peuvent tout de même continuer l'aventure tout en marchant et en le faisant à leur allure. Ok, et on arrive devant un nouvel obstacle, c'est ça ? C'est bien ça. Donc le prochain obstacle, ce sont les cordes à grimper. Donc il y a plusieurs difficultés, soit la corde lisse ou soit la corde avec des nœuds. Le but étant de monter à la corde et de toucher la poutre qui se situe au sommet. Super. Et du coup, pour ceux qui ont un peu plus de mal, comme je l'avais dit, il y a une corde avec des nœuds. Donc pour cela, je prends la corde en guide, je m'arrête au niveau du nœud, je replace mes mains, je recherche le second nœud, et là, je touche la poutre, et mon ascension est terminée. Donc là, on a vu différents obstacles un peu physiques, entre guillemets, mais il y a différentes autres sortes d'activités qui seront possibles lors du parcours, c'est ça? C'est ça. Donc il y a des obstacles
bas, il y a des obstacles à hauteur moyenne et il y a des obstacles un peu plus hauts. Donc comme dit, on essaie vraiment de tout mélanger pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Et puis il ne faut pas non plus que ce soit une galère et que tout le monde soit dégoûté à la fin. Le but, c'est que ce soit fun, c'est que ce soit challengeant et que ce soit ultra amusant et que les gens reviennent. Et justement, en parlant de fun et challengeant, il y a aussi d'autres types d'obstacles, par exemple où il faudra ramper, porter des choses, etc. Exactement, donc on essaie de regrouper un petit peu toutes les familles avec de l'équilibre, avec du grimper, avec du ramper, du porter, également de la précision. Et on a essayé également de mettre tous les éléments naturels dans la Steel Race. Donc on retrouvera également de la boue, de l'eau, du feu et de l'électricité. Ah oui, ça promet. Nous voilà arrivés au niveau du passage à gué. Donc l'obstacle est très simple. C'est un obstacle qui se veut grand, qui se veut long, qui se veut généreux, un petit peu comme nous à l'armée. Donc le but est de sauter d'îlot en îlot. C'est un obstacle qui est progressif dans sa complexité. Donc le but, c'est qu'au tout début, ce soit facile et qu'à la fin, ce soit un peu plus complexe pour que tout le monde puisse y trouver justement goût à cet obstacle. Ok, on va voir jusqu'à où je vais arriver. Eh ben c'est parti Marie-Morgane. Là, ça commence à être un peu plus éloigné. Je garantis pas ma réussite. Ah mais non. Tu as quand même fait 3/4 du parcours, Marie-Morgane. Du coup, pour un petit peu les gens qui vont regarder ta vidéo, dis-moi, tu mesures combien? 1,58 m. Je suis un petit gabarit. Donc, comme quoi, c'est accessible à tous. T'as pas fini, ce n'est pas grave. Comme dit, c'est pas un échec. Tu peux continuer à côté. Oui, parce qu'on le rappelle, il n'y a pas de chronomètre à cette course, donc on peut prendre entre guillemets le temps qu'on veut pour essayer de se challenger et réussir les obstacles. Exactement. Donc on le rappelle, la Steel Race, c'est aussi une course solidaire puisque ça permet de récolter des fonds pour les blessés de l'armée de terre, c'est ça? C'est bien ça. Donc cette course, les bénéfices de cette course iront à la CABAT, donc qui œuvre pour les blessés des personnes qui ont défendu le territoire national et ses enjeux, tout simplement. Et c'est justement aussi ce message d'entraide que vous voulez faire passer à travers la Steel Race entre les participants qui vont être un peu des coéquipiers tout au long de la course. Alors effectivement, la Steel Race retrace un petit peu le parcours d'un jeune volontaire, c'est-à-dire qu'il s'engage aux côtés de purs inconnus et il évolue et petit à petit ces inconnus-là deviennent des frères d'armes, un petit peu comme c'est censé se dérouler lors de la Steel Race. Et donc là, on va tester un dernier obstacle. Est-ce que tu peux nous le présenter? Cet obstacle est un rampé d'une distance de 50 mètres couvert de barbelés. Donc, n'aie pas peur, on a suffisamment écarté les barbelés pour que la personne qui veut s'arrêter à tout moment puisse se lever et sortir du rampé et continuer en marchant tout simplement. Ok, ça marche, on va tester. Allez, c'est parti. Du coup, Marie-Morgane, c'est le moment de se salir. Bah oui, là, il n'y a plus le choix. C'est parti. Allez. Alors, comment tu te sens là? Pour l'instant, ça va. Comme c'est pas trop bas. Alors, cet obstacle-là, quand on l'a réalisé, on a voulu justement que ce soit d'une hauteur entre 60 et 70 cm pour que, à partir du moment où la personne veuille prendre sa pause ou se relever, elle peut, sans pour autant être accrochée au barbelé. Tu as réussi à faire les 50 mètres de rampée sans t'accrocher. Oui, c'est bon. Donc là, comme tu peux l'entendre, ça monte un peu dans le cardio. Oui. Mais voilà, c'est aussi ça. Ça reste un défi accessible à tous, mais également sportif. Donc on a vraiment le mélange des deux là. Donc là on a vu qu'une partie des 32 obstacles qu'il y aura à la Steel Race, mais c'était déjà super sympa. Pour ceux que ça peut intéresser, les téléspectateurs qui voudraient venir, est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques? Du coup, pour les informations pratiques, la Steel Race se déroule le 14 juin de 9 h à 17 h au camp de beach
Et pour toutes les informations complémentaires, on peut tout retrouver sur la page Facebook ou Instagram du 16e bataillon de chasseurs à pied. Eh ben, c'est parfait, c'est noté. Merci beaucoup Florian pour m'avoir initié à une partie de ce parcours, c'était vraiment très sympa. Merci Marie-Morgane et merci de t'être mouillée pour aujourd'hui. Ah oui, dans le sens propre comme au sens figuré. Un garage en bois construit en direct par l'équipe de charpente Neutrazanite. Il n'est pas conçu pour un client, mais dans le cadre de la fête du bois organisée ce week-end à Beach. C'était l'un des lots mis aux enchères au profit de l'association Les Cœurs Éléphants. Plusieurs animations comme celle-ci étaient proposées en zone industrielle sur le site de la scierie Le Jeune. L'objectif de cette 3e édition était encore une fois de mettre en avant les savoir-faire du territoire. C'est parti, si tu veux, d'une bande de copains qui s'est mis ensemble, qui travaillaient ensemble dans le monde du bois. Il y avait du charpentier, il y avait du couvreur, il y avait du menuisier. Et à un moment, on s'est dit, on fait du business ensemble, on travaille ensemble. Pourquoi on ne ferait pas aussi une animation ensemble pour faire découvrir un peu nos métiers, faire découvrir le monde du bois aux plus grands. Et en plus, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est exactement de la même rue. Donc c'est un petit peu cette fête de quartier. Une manifestation 100% locale avec du monde local et pour les locaux. La menuiserie Edvillers, l'entreprise de couverture Malria, les charpentes Schumacher et l'entreprise Grébil étaient aussi de la partie pour faire rayonner la filière du bois et du bâtiment. En plus des animations proposées par les professionnels, un marché artisanal et des jeux pour enfants étaient organisés pour attirer le plus de monde possible. Si le but de cet événement n'est pas commercial, les entreprises ont également pu conseiller les visiteurs sur leurs futurs projets. Le presbytère de Schorbach se prépare à faire peau neuve. Le bâtiment a été construit en 1936 et son intérieur est destiné à être rénové. Il devra être prêt pour le mois de septembre. Il n'est plus du tout aux normes, déjà électricité, chauffage, tout ça. Donc il faudra le refaire parce qu'on attend pour le mois de septembre un vicaire qui a été nommé par l'évêché. Une messe d'instauration aura lieu le 12 septembre pour le nouveau vicaire qui viendra aider l'abbé Patrick Muller au sein de la communauté de paroisse Saint-Benoît-Nord. Le presbytère aura 2 entrées différentes pour 2 fonctions bien précises. Le bâtiment a une partie rez-de-chaussée qui sera vouée donc à l'antenne paroissiale essentiellement. Et la partie supérieure, donc le premier étage, est destiné au logement du curé ou du vicaire, quoi. Les rénovations sont estimées à plus de 300 000 €. Il y aura également un accès PMR sur le côté. Le bâtiment actuel a été construit sur les bases de l'ancien presbytère. Derrière, un encadrement de porte datant de 1748 fait encore partie des vestiges. Et en même temps, on a dans les fondations, à l'époque, ils avaient découvert une autre pierre que vous pouvez voir ici, de 1742, donc qui fait allusion au curé de l'époque, Johannes Müller, Pastor in Schorbach. Ce projet est porté par la commune de Schorbach, le conseil de fabrique du village et la communauté de paroisse Saint-Benoît-Nord qui a débloqué des fonds. Pour le plus gros du chantier qui concerne les entreprises, les appels d'offres sont toujours en cours. Les bénévoles ont déjà commencé les petits travaux. Les personnes ont la possibilité de poster des dons dans la boîte aux lettres pour aider cette rénovation. Consommer local, c'est le principe du grand marché des producteurs dont la 4e édition de printemps se tiendra à Putelange le 7 juin prochain. Depuis 2021, la Casque renouvelle ce marché dans un but précis. La volonté de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence de décentraliser les marchés de producteurs dans les communes membres, elle illustre la volonté de mieux répartir l'animation économique et commerciale sur l'ensemble du territoire. C'est également l'occasion et l'opportunité d'associer l'ensemble des associations de la ville, des producteurs de la ville. Et on y a également associé, comme c'est l'une des conditions du règlement, les écoles qui ont eu l'occasion de visiter la ferme de M. Torlotin, l'agriculteur, et de découvrir le monde de la ferme, les céréales, les différents stades d'évolution des vaches avant leur vente, et de déguster des produits locaux, du miel avec du pain, tout ça, des produits bio, fabriqués, produits sur notre commune. 42 producteurs seront présents au marché, dans quelques nouveautés, comme l'agneau de Postrophe ou
la brasserie, la Bossue. Il y aura des animations, des démonstrations de chiens de troupeau. Il y aura également une tombola qui sera offerte, le rempotage de fleurs, du greffage, de l'initiation à la pêche. Il est important pour nous, communauté d'agglo, de promouvoir les artisans et les producteurs, nos paysans qui font de très bonnes choses en circuit court. Alors je vous invite tous, habitants du territoire, même en dehors du territoire, à venir nous rejoindre ici le dimanche 7 juin de 10h à 18h, ici même à Putelange. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Pour demain, le début de journée est nuageux, puis l'après-midi, les nuages se retirent et le soleil domine le ciel. Les températures 17 degrés le matin et jusqu'à 21 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Gilbert. Très bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal. Je crains que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Je m'appelle Alice, j'ai 39 ans, je suis maman de 3 enfants, donc Gwenelle et Romain, 17 et 18 ans, et Sacha, qui a 7 ans, qui est polyhandicapé, malvoyant, mais super souriant. Tout parent s'occupe de son enfant, et c'est vraiment avec d'autres parents ou d'autres personnes qui ont le même parcours que nous qu'on s'est rendu compte qu'on était un peu plus que parents, et qu'on était vraiment des aidants à part entière. Mais je pense que quand on s'en rend compte, on est vraiment dans une acceptation déjà du fait qu'on a besoin d'aide et que seul on ne peut pas s'en sortir. Zuschauer, also wir haben unsere letzte Sendung für diese Saison und ich wollte gerade noch mal ein Wort sagen, Blatt und kein End. Lohn am Sonntagin. Sebastian, du hast da noch etwas zu sagen? Ja, das ist eine ganz gute Idee, Lohnerin, weil ich glaube, es gibt eine hohe Überraschungen. Kommt Lohntele am Sonntag. Bonjour, aujourd'hui dans Hopla, direction Beach pour découvrir la culture autrement. Ici, pas besoin de pousser les portes d'un grand musée parisien pour admirer des chefs-d'œuvre. Ils viennent à vous à portée de tablettes et de casques de réalité virtuelle. La Microfolie, c'est aussi un atelier de fabrication numérique où se côtoient robots miniatures, imprimantes 3D et bornes d'arcade. Un lieu où petits et grands peuvent découvrir, apprendre et s'amuser. Mais allons découvrir tout de suite nos deux invités du jour. Bonjour Michel Campion. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Très bien, mais vous êtes toujours la bienvenue à la Microfolie de Beach. Alors tu es le créateur de cette Microfolie. Est-ce que tu peux m'expliquer comment a démarré l'aventure? Alors, le créateur est un bien grand mot. On était l'initiateur dans le cadre de la campagne municipale de 2020. On avait voulu créer un espace culturel ouvert à tous les publics de Beach et des alentours. Et on a découvert une proposition faite par le ministère de la Culture qui s'appelle la Microfolie, organisée par le Parc de la Villette, qui consiste essentiellement à un musée numérique et d'autres activités que nous avons, nous, développées.
D'accord, donc on va découvrir juste après les activités annexes. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'est concrètement une microfolie? Alors, toutes les microfolies au monde sont sur le même modèle. Un musée numérique avec une trentaine de collections. Il y a, je crois, à peu près 8000 œuvres de sculpture, de peinture, de danse, de chant, qui sont disponibles sur un serveur que nous avons sur place, mais qui est connecté au parc de la Villette. Et on peut choisir des projets soit des programmes préétablis par le parc de la Villette, soit on peut constituer notre propre programme. Et alors, depuis quand celle de Beach est-elle ouverte? Alors, nous l'avons imaginée en 2020 et on l'a ouvert le 1er septembre 2021. D'accord. Et quel public est-ce que vous accueillez? Des scolaires, des familles, des particuliers? Alors, des publics de type famille qui viennent en vacances à Beach ou qui veulent passer un moment chez nous, des scolaires. Pour les scolaires, nous faisons des programmes spécifiques à leur demande, adaptés à ce que veut faire le professeur. Et nous avons aussi des groupes qui viennent soit se faire former, soit découvrir des œuvres intéressantes. D'accord. Au niveau des scolaires, c'est pas seulement Pays de Beach. Est-ce que ceux de Sarreguemines peuvent aussi participer? Nous avons eu de Sarreguemines, on a même eu de Metz, on a vu d'Alsace qui sont venus, parce qu'ils savent que nous nous adaptons à leurs besoins. Bon, la difficulté quand ils viennent de Metz ou qui viennent de Sarreguemines ou qui viennent d'Alsace, il y a les frais de transport. C'est ça qui freine un peu. Et quels sont vos tarifs alors? Tout est gratuit. Oh, ben super. Tout est gratuit pour les écoles, mais tout est gratuit pour les visiteurs. Et nous avons à peu près 2/3 qui viennent de Beach, du Pays de Beach, et 1/3 qui vient de l'extérieur du Pays de Beach. Alors maintenant, on va rejoindre Hugo, qui est l'animateur ici, et c'est lui qui va nous présenter les activités. Quelques activités et puis bon voyage dans nos œuvres. Merci. Alors, je suis maintenant en présence de mon second invité, Hugo. Bonjour. Bonjour Marie. Alors, première question, comment est-ce qu'on devient animateur d'une microfolie? Alors, je suis devenu animateur donc de la microfolie en rentrant en tant que service civique. Et ensuite, j'ai été embauché en tant que contractuel à la mairie de Beach. D'accord. Alors, je suppose que tu es un petit peu un passionné du numérique, des jeux vidéo peut-être? C'est ça. Alors, je suis un grand passionné du numérique et des jeux vidéo. Et c'est des choses que j'ai incorporées au sein de la microfolie, comme la borne d'arcade, la réalité virtuelle et d'autres petites choses de ce style-là. Ok. Donc aujourd'hui, là, tu vas nous présenter toutes les activités possibles dans la microfolie. Et puis, on va commencer par le musée virtuel. Oui, tout à fait. Le musée virtuel. On peut se lever et voir ici, donc, sur l'écran, est diffusée la collection Grand Est. On peut retrouver devant ce tableau avec la collection qui est projetée un certain nombre de tablettes. Sur ces tablettes, on peut y retrouver, si on va au menu ici, un cœur. Alors, il existe plusieurs langues, une vingtaine de langues qu'on peut sélectionner. On va rester sur le français. Dès que l'on aime quelque chose qui se retrouve sur l'écran, on va appuyer sur le cœur et ce qu'il y avait à l'écran se retrouve sur la tablette. Comme ça, en fait, chacun peut choisir les œuvres qui les intéressent en lien avec la collection qui est diffusée sur l'écran. Donc alors là, moi qui suis passionnée de l'Égypte ancienne, est-ce que par exemple, je peux voir les collections du Louvre? Alors, si on voulait faire une collection spécifique sur l'Égypte ancienne et le Louvre, on pourrait la préparer sur ordinateur au préalable avant de venir, en tant que collection personnalisée. Ok, mais c'est possible, envisageable. Oui, c'est dans vos fichiers. Tout à fait. D'accord. Alors j'ai cru comprendre que le musée était un petit peu transportable, c'est mobile ces tablettes? C'est tout à fait mobile. Ça a été imaginé comme ça. Alors vous avez des pupitres assez solides que l'on peut transporter et une boîte de transport juste derrière nous où on peut mettre le projecteur et le déplacer dans les écoles par exemple ou dans des médiathèques, bibliothèques ou des lieux de culture. Ok, bon, c'est vraiment sympa ça.
Moi, j'ai encore une autre question. Est-ce qu'on retrouve la citadelle de Bitche dans vos données? Alors, parmi nos 5000 œuvres d'art, il y aurait une photo de la citadelle assez discrète, mais il y aurait une photo qui serait intégrée parmi nos 5000 œuvres d'art. Et tu l'as déjà trouvée Alors, moi, personnellement, non. Mais d'après ce que j'ai entendu, oui, il y aurait une photo de la citadelle. D'accord. Et alors, est-ce que tu connais le surnom de la citadelle? Alors moi, non. Mais je suis bitchois, mais je ne le connais pas, malheureusement. Alors, c'est la forteresse impénétrable. D'accord. Alors, d'où lui vient son surnom? Je te propose d'aller le découvrir tout de suite. Ok. 1870 a marqué l'histoire de Bitche et bien au-delà, l'histoire de l'Alsace et de la Moselle et celle de l'Europe tout entière. Bitche s'isole, ferme toutes les portes, et il y a encore des enceintes, il y a des murailles, et ils se retrouvent coupés du monde. Et donc ils vivent en autarcie, par contre ils arrivent quand même encore à se ravitailler, grâce aux paysans alentours. Dans la garnison en elle-même, dans la citadelle, ils sont à 1500 hommes, donc il y a plus de 2700 soldats, et plus de 1000 civils encore qui restent dans Bitche. La forteresse et la ville vont essuyer 3 bombardements, dont un premier dès le 8 août, qui fera une victime sur le plateau de la citadelle. Le gros bombardement sera du 11 au 21 septembre, où là, la ville va être rasée. Il y a plus de 200 maisons qui vont disparaître. Il y a aussi ils vont laisser sortir des gens. Plus de 1000 habitants vont sortir de la ville, mais il y en a qui vont rester pour soutenir la garnison. Suite au 3e bombardement, qui a duré plus de 10 jours, la citadelle est presque rase, en grande partie rasée sur le dessus, mis à part la chapelle. Donc heureusement pour justement un des avantages de la citadelle, c'était les souterrains. Donc tous les soldats de la garnison de la place forte vivaient sous terre. Donc dans un contexte froid et humide. C'est comme si vous allez visiter la ligne Maginot, c'est pareil. C'est 12 degrés tout le temps, l'humidité. La vie de la garnison quand même continue. Parce qu'après ces bombardements, il faut se dire que Bitche est toujours bloqué. Il y a toujours les Bavarois en face, mais il n'y a plus vraiment d'attaque. Ils sont tranquilles, entre guillemets. Ils sont quand même assiégés, ils arrivent à se sustenter, ils arrivent à avoir des victuailles encore malgré le blocus des Allemands. Faut savoir que les paysans étaient menacés de mort s'ils ravitaillaient la garnison, mais ils le faisaient quand même parce qu'ils étaient payés pour ça. Le 28 janvier 1871, l'armistice est signé. Mais les négociations sur la future frontière franco-allemande se poursuivent jusqu'au 15 février. Belfort se rend le 18 février avec les honneurs militaires. Mais Tessier, lui, refuse toujours de quitter la place. C'est vrai que vu de l'extérieur, on peut penser qu'il est têtu. On signe l'armistice, effectivement, la France se rend. Pas Tessier, mais il faut se mettre dans le contexte, toujours, c'est que la ville est coupée du monde. Donc toutes les infos qui viennent de l'extérieur sont sujettes à caution. On n'est jamais sûr que ce soit vrai. Ils avaient quand même, les Allemands leur donnaient des journaux belges qui étaient neutres à l'époque, donc qui en parlaient. Mais pour lui, en tant que bon soldat, il attend des ordres. Et les ordres ne venaient pas. C'est pour ça qu'il continuait. Il ne se rendait pas, mais il ne résistait pas non plus. Enfin, il n'allait pas ouvrir la place forte, mais il n'allait pas non plus attaquer les Allemands. Il a même pris sur lui de négocier avant qu'il ait les ordres de Paris. D'ailleurs, il bien lui a pris parce qu'il a pu négocier de meilleurs avantages que ce que les Français lui avaient ordonné. Et c'est comme ça qu'elle a pu sortir avec armes et bagages, mais sans les honneurs de guerre, puisqu'il faut bien se dire que Bitche est la seule place forte qui ne s'est pas rendue pendant toute la guerre. C'est d'ailleurs pour ça que son nom est écrit au Panthéon. Louis-Casimir Tessier est né en 1821 à Albi. Nommé à Bitche en 1870, il commande 2400 hommes et il a une volonté farouche de résister aux Bavarois. Il ne se résout finalement à évacuer la place que le 27 mars 1871, comme un invaincu. Grand officier de la Légion d'honneur, il meurt en novembre 1916 sans avoir pu réaliser son vœu. Voir flotter à nouveau sur la citadelle
le drapeau tricolore. La guerre a fait 139 000 morts côté français et 51 000 côté allemand. Après l'armistice, la paix est signée à Francfort le 10 mai 1871. La France paye sa défaite très cher. Elle cède l'Alsace et une partie de la Lorraine. On passe maintenant à quelque chose qui m'amuse beaucoup, la réalité virtuelle. Et je vois que tu as des jolis casques ici. Alors, combien tu as de casques? Alors, à la Microfolie, on y retrouve des Oculus Quest 2 et on en a 5. D'accord, ouais, c'est déjà pas mal. Et quel type de contenu tu proposes sur ces casques? Alors sur ces casques, on propose différents types de contenus, des vidéos et des jeux vidéo de tout type et de tout genre, pour que tout le monde puisse avoir un contenu adapté à sa personne et à son âge. Alors tu proposes aussi de l'initiation à la programmation pour les enfants avec de drôles de petits robots. Alors explique-moi un petit peu le principe. Alors là, on peut retrouver 3 de nos robots Cosmo avec leurs cubes respectifs qui nous permettent d'apprendre aux enfants à faire de la programmation en Scratch. Donc là, on va commencer simplement à le nourrir. Donc je te propose de prendre le cube, de le secouer jusqu'à ce qu'il soit bleu. Encore. Là, c'est bon. Tu peux le poser juste devant le robot. Il va analyser le terrain et va aller se diriger tout seul, par lui-même, pour se nourrir. Donc là, il est en train de grignoter le cube. Hop. Et là, il est à 100% d'énergie. Oh là là, alors là, il est super vif. Là, il est à 100%. Hop. On va le remettre tout droit. Hop. Voilà. Et donc, sur cette tablette, ici, on peut y retrouver plusieurs catégories de choses qu'on peut faire. Donc, la programmation au Code Lab, le mode exploration, les jeux, les tours, les temps libres, le Cosmo en action et les premières rencontres. Donc lui, il possède tout un tas de capteurs, dont une caméra juste au niveau de sa bouche pour pouvoir nous voir et voir son environnement. D'accord. Nous, ce qui va nous intéresser... Donc là, il se sent frustré, alors le petit robot. Alors là, oui. Alors, il nous envoie certaines informations. Donc là, il a besoin d'un réglage, il explore son environnement. Donc là, il est vraiment en autonomie. Okay. Nous, quand on reçoit des élèves, par exemple, ou des enfants, on leur apprend à programmer, donc en Scratch, grâce à cette application. Hop, on clique dessus. Ça charge. Et là, on va créer un nouveau programme. Donc là, c'est un programme qu'ils apprennent à l'école, donc à partir de la primaire et même parfois en maternelle, qui est même aux épreuves du brevet et du bac. Okay. Et comment ça fonctionne la programmation en Scratch? C'est très très simple. Vous avez des blocs ici. Hop, tac. Et je t'invite à sélectionner ce bloc-là et à l'ajouter ici. Tu peux cliquer ici, mettre un 5 ou un chiffre qui te plaît, hop, là, cliquer à l'extérieur, 5, hein, et après, tu peux appuyer sur le bouton drapeau vert et ça va se passer au niveau du robot qui avance de 5 automatiquement comme tu lui as demandé. En rajoutant des blocs et en l'ajoutant aussi au plateau de jeu, on peut lui faire des scénarios. Donc là, imaginons, on a cette boîte qui représente un colis, on a notre robot Cosmo, on lui dit « je vais aller de là à là, prendre le cube pour le livrer ailleurs », on va le programmer sur la tablette, on va l'avancer de 5, tourner à droite et lui faire prendre la boîte. Il aura besoin d'un petit coup de main entre-temps, je t'invite de nouveau à appuyer sur le bouton vert. Donc là, il va avancer tout seul. Comme dit, je vais lui donner un petit coup de main pour s'aligner correctement. Hop, oups, hop, et là, il l'a pris. Donc là, on avait eu un petit oubli de ma part, il fallait qu'il avance. C'est ça. Et donc, dans ce scénario-là, si on le prolongeait, on pouvait demander de continuer à rouler avec la boîte et l'emmener par exemple à B. Voilà, c'est des choses qu'on voit avec les enfants. On leur explique comment fonctionne un robot, les moteurs, les capteurs. Il peut parler, il peut voir, il peut interagir avec nous. D'accord, bon, ça doit vraiment beaucoup leur plaire aux enfants. C'est une belle initiation à la logique et peut-être aussi ça leur donnera peut-être des ambitions futures. Peut-être qu'on aura des futurs développeurs grâce à, grâce au robot Cosmo. À ce jeu. Oui. Alors, autre activité réalisée ici, l'impression 3D. Quel type d'objet est-ce que vous fabriquez avec cette imprimante? Alors, on imprime plein de choses avec notre imprimante, mais la majorité du temps, quand les personnes viennent, ils commencent par une initiation.
Donc l'initiation, on utilise ce logiciel-là, qui est totalement gratuit, qui s'appelle BlockSCAD et qui réutilise la programmation en Scratch avec des blocs, alors adaptés pour de la modélisation 3D. Donc là, par exemple, c'est un petit porte-clés juste avec lettre B. On utilise aussi d'autres bases, comme les bases de données, où les utilisateurs utilisent n'importe quel fichier qui s'y trouve ici, le sélectionnent et vont pouvoir refaire le modèle directement avec notre machine ou utiliser un autre logiciel beaucoup plus compliqué comme celui-là où on a reproduit le logo de Mosaïque Crystal en porte-clés. Donc là, c'est toi, Marie, qui va pouvoir lancer l'impression du porte-clés Mosaïque Crystal. Tout est déjà dans la carte SD, le fichier. Donc toi, tu vas pouvoir appuyer sur imprimer. Vas-y. Hop. Ensuite, ici, sur la partie bleue. Ici, le porte-clés. Hop. Et imprimer. Alors, il faut bien appuyer. Voilà. Donc là, la machine est totalement programmée par le logiciel qu'on a vu précédemment. Il n'y a rien besoin de faire, juste à regarder l'impression se faire toute seule. On a un point commun tous les deux, on fait tous les deux des reportages. Tu formes donc les jeunes à la prise de vue et au montage? C'est ça. Alors nous, on a différents types de matériel. Donc là, ici, hop. Tu le reconnais peut-être, c'est un stabilisateur donc de chez DJI avec un Lumix, donc voilà, un appareil à photo mais aussi vidéo qu'on utilise pour faire, pour tourner nos reportages, ainsi qu'un petit micro sur trépied ici pour prendre le son. Alors il y a aussi la prise de son sur notre appareil photo vidéo, mais on utilise les deux. On a aussi un petit trépied au cas où on aurait besoin de quelque chose d'un peu plus stable et sur du long terme. Et donc cet appareil-là, on l'utilise dans les cadres de vidéo, par exemple avec l'ESAT de Gothenburg, avec qui on travaille en étroite collaboration pour des vidéos telles que des interviews entre collègues ou des vidéos sur les portes ouvertes aussi. Tu accompagnes aussi du public dans la création de leur propre borne d'arcade? C'est ça, oui. Alors celle-là, donc, elle a été faite ici à la Microfolie avec l'aide du service technique de la ville, le Beach. Et donc nous, on a les plans pour réaliser la structure en bois, mais aussi les plans techniques, donc électroniques à l'intérieur pour pouvoir y jouer. Donc on a la connexion des joysticks et des boutons à notre mini-ordinateur qui sont à l'intérieur, ça on pourra le voir après si tu veux. Et après on peut même télécharger des jeux et les installer à l'intérieur directement. Et donc ça, les personnes peuvent venir ici, se dire, la tester, se dire, waouh, j'ai vraiment envie de le faire. On leur dit, c'est tout à fait possible, on peut vous fournir les plans, tout ce qui est électronique, leur faire une espèce de liste de courses. Et ils pourront revenir. Donc, eux achètent en fait tout le matériel et toi tu les aides à assembler tout ça. C'est ça. La partie de bois, alors comme dit, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais les personnes qui s'en sortent un minimum peuvent la réaliser avec les plans. Et la partie électronique, moi je peux les aider et leur donner un coup de main. Et ça coûte combien à peu près l'ensemble, tu le sais ou pas? Alors pour un ensemble, pour avoir toutes les finitions et tout ce qu'il faut compter à peu près 500 €, peut-être un peu moins en fonction de certains composants. Quand même, hein, c'est pas... Bon après quand on est vraiment fan, on est prêt à dépenser cette somme. Une vraie borne arcade faite sur mesure, on est plutôt aux alentours des 3 000 €. Ah oui, ok. Voilà. Ça dépend la gamme, le nombre de jeux qu'il y a dedans, mais c'est parfois à ces alentours. Là. Donc c'est plutôt raisonnable comme prix. T'as beaucoup de demandes? Pour en faire une? Oui. Alors j'ai eu quelques demandes, oui, de personnes curieuses de savoir comment est-ce que ça fonctionnait, quels composants il y avait à l'intérieur, les plans pour l'architecture, et on me l'a demandé, oui, 2-3 fois, et une personne qui l'a réalisé complètement et qui l'a customisé. D'accord, ok. Alors la Microfolie propose aussi des ateliers d'initiation au numérique. À qui s'adresse-t-il? Alors ça s'adresse à tout type de public. La majorité du temps, ce sont des personnes âgées qui découvrent pour la première fois le numérique ou qui le redécouvrent après une longue période et qui viennent avec des questions sur comment ça fonctionne, mon téléphone, mon ordinateur, j'ai reçu un nouvel appareil, je ne sais pas comment ça fonctionne, aidez-moi, j'ai reçu un mail, je ne sais pas si c'est sûr ou pas sûr, des choses comme ça. D'accord. Donc vous les sensibilisez aussi aux dangers du numérique et puis aussi de l'IA, parce que là on en entend beaucoup parler. Est-ce que c'est des ateliers que vous pratiquez? Alors on fait de la sensibilisation, oui, sur tout type d'aspects, et aussi un travail sur l'intelligence artificielle avec une initiation. Alors une initiation assez
encadré sur un thème lié à l'écriture d'une histoire, mais on sensibilise aussi lors de cet atelier qui dure à peu près 3 heures sur les dangers que l'on peut retrouver avec des images générées par l'intelligence artificielle ou des textes qui sortent de nulle part et qui parfois sont de la désinformation ou des choses de ce genre. Ou parfois même des mails frauduleux qui sont générés aussi par l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Hugo et Michel pour la visite. Mais de rien, Marie. Je pense que je vais revenir avec ma fille qui a 10 ans. Je pense que ça lui plaira beaucoup. Volontiers. Il faut savoir seulement lire. Ok, bon, ça, elle sait faire. Quels sont les horaires d'ouverture? J'ai oublié de vous demander. C'est ouvert du mardi au samedi, le matin de 9h à 11h45 et l'après-midi de 14h à 17h15. Et c'est de nouveau totalement gratuit pour les Bichois et les non-Bichois. Ok, et bah super. Et puis moi je vais repartir avec un petit cadeau sur l'épaule. Hein. Oui, et il ne faudra pas oublier ce petit cadeau. Ok. On a réalisé juste avant. Ah bah super, c'est le joli porte-clés mosaïque cristal. Bon bah je vous dis à bientôt à tous les deux alors. À bientôt. À la prochaine. Et hop là.